effectivement, je suis ingénieur. Au départ, j'ai fait une formation d'ingénieur en électronique et en physique nucléaire parce que j'aimais l'électronique, j'aimais le nucléaire. Parce que je pas au sens central nucléaire, mais au sens comprendre les atomes, les noyaux des atomes, des choses comme ça. Ça ne m'a toujours plu. Mais je trouve que le métier d'ingénieur ne me convenait pas du tout. J'ai visité les usines EDF et tout ça dans la région. J'étais à Nancy, pardon, et j'ai visité les usines dans le coin. Je me suis aperçu que c'était pas trop le métier que je voulais faire. Moi, j'aime mieux les petits bricolages, les choses simples. Et j'ai eu la chance de tomber sur un patron qui cherchait un étudiant pour faire une recherche sur les surfaces des matériaux. Je me suis retrouvé à faire ça. Et en même temps, j'ai trouvé ça passionnant. Et je crois qu'en fait, tout peut être passionnant si on se passionne. En fait, ça, c'est ma compréhension. C'est vrai, hein, c'est Lao Tzu qui a dit, hein, si vous n'aimez pas votre métier, faites-en une passion. Ça marche bien. Hein. C'est vrai. Hein. Et donc, j'ai travaillé là-dedans, dans les surfaces. Je me suis régalé avec tout ça. J'ai créé une entreprise entre-temps. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et en 1989, il s'est passé un phénomène important. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Comme je sais que les gens aiment les histoires. Et au fait, j'ai oublié de vous dire qu'avec tout ce que j'ai à traiter, on n'est pas sorti d'ici avant 11h30, minuit, quoi, en gros. Hein, parce que je ne vois pas comment je peux traiter tout ça dans le détail en un quart d'heure, enfin, ou plus. Enfin, on verra bien. Ça dépend de vous. Hein. Moi, je tiens le coup. Hein. Je ne me couche pas tôt. Je connais le sujet à fond, donc c'est pas un problème pour moi. Et quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas, comme ça le problème est réglé. La pire des choses, c'est de dire quelque chose quand on ne sait pas. Vous allez en Inde, vous demandez votre direction, ils vous disent toujours quelque chose, même s'ils vous disent n'importe quoi, mais il faut qu'ils vous disent quelque chose. Ils ne peuvent pas dire je ne sais pas. Donc ils vous donnent une indication. Vous arrivez ailleurs, vous avez prévu. Il n'y a pas qu'en Inde d'ailleurs, oui. Non, mais j'ai vécu en Inde, mais ailleurs, c'est probablement vrai aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 1989 ? Ça se passe le 23 mars 1989. Il y a une conférence de presse à Salt Lake City, dans l'État de l'Utah aux États-Unis, où il y a deux scientifiques, un Américain qui s'appelle Stanley Pons, un Anglais qui s'appelle Martin Fleischmann, qui annoncent qu'ils ont découvert un moyen de faire de l'énergie nucléaire dans un tube à essai. Un truc à peu près de la taille de ce verre, un peu plus gros, mais pas plus, un peu plus haut, même moins plus petit que ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent deux électrodes, l'une en palladium. Le palladium, c'est un métal noble, un peu comme le platine, l'or. Enfin, c'est la même famille, des choses bien chères. Vous en avez peut-être dans vos dents, si vous avez la chance d'avoir des caries, quand vous avez mis une couronne. Peut-être vous en avez dedans. C'est un métal qu'on utilise dans les catalyseurs, des choses comme ça. C'est très proche du platine. Une électrode en palladium, l'autre est en platine. Pourquoi le platine ? Parce que le platine est un métal très inerte. Et le palladium, parce que c'est un métal qui absorbe beaucoup l'hydrogène. C'est une sorte d'éponge à hydrogène. Vous mettez de l'hydrogène, il rentre dedans. Ils font mettre ces deux électrodes dans de l'eau, pas de l'eau ordinaire, mais de l'eau lourde. Et l'eau lourde, c'est une eau qui ressemble à l'eau ordinaire. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir vous savez que la molécule d'eau, c'est H2O. Hein. Je ne vais pas dire beaucoup d'équations, mais celle-là, vous devez la connaître. Pour les personnes qui vont prendre les questions à la fin, là, il faut leur dire, ça fera partie des questions à répondre à la fin pour savoir si vous avez bien écouté ou pas. Hein. Donc, l'eau lourde, c'est pas H2O, c'est D2O. On remplace l'hydrogène par du deutérium. Et le deutérium, c'est une molécule d'hydrogène qui a, au lieu d'avoir qu'un seul proton au noyau, il a un proton et un neutron. Comme le neutron pèse à peu près autant que le proton, ça fait quelque chose qui est 2 fois plus lourd. Donc là, le deutérium est 2 fois plus lourd que l'hydrogène. Donc vous mettez ça, vous remplacez l'hydrogène par du deutérium dans la molécule d'eau, vous avez une eau qui est un peu plus lourde que l'eau normale. Et comme on est à Marseille, si vous faites des glaçons avec de l'eau lourde, le glaçon il coule dans le pastis au lieu de rester à la surface. J'ai jamais essayé, franchement, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit, je viens le croire. Donc les glaçons d'eau lourde coulent dans l'eau légère, parce qu'ils sont plus lourds. Ils ont mis de l'eau lourde, ils ont fait passer du courant électrique, et ils se sont aperçus que la chaleur produite, ils avaient fait une mesure de chaleur, c'est ce qu'on appelle ça un calorimètre, ils mesuraient les chaleurs, ils ont vu que la chaleur produite était plus grande que la quantité d'électricité qu'ils avaient mis dans l'appareil. Je vous donne un exemple, si vous achetez un chauffage électrique qui fait 1 kW, vous mettez 1 kW à la prise électrique, il va sortir 1 kW de chaleur, pas plus. Il n'y a pas de miracle, vous n'avez pas plus. Vous avez 1 kW, vous avez 1 kW. Eux, ils avaient plus que ce qu'ils avaient mis dedans. Donc il se dit, il y a un problème. Ça ne peut pas être chimique parce qu'ils ont regardé, on aurait pu imaginer une réaction chimique qui se produise. Ils ont fait leurs calculs, ils ont vu la quantité de matière qu'il y avait, ils ne pouvaient pas rendre compte de la quantité d'énergie qu'ils avaient trouvée.
Donc ils se sont dit, ça doit être quelque chose de nucléaire. Ils ont commencé leurs travaux avant 1989, ils ont commencé en 1985. Ils avaient l'idée dans la tête de faire une réaction de fusion nucléaire. Alors il faut maintenant qu'on fasse un petit cours de physique nucléaire, que vous allez tous suivre avec facilité. Je vous explique bien et que vous êtes intelligent. Il faut toujours se donner un peu de... Bon, si vous prenez... Vous avez tous appris le tableau périodique des éléments qu'on appelle aussi le tableau de Mendeleïev. Donc je ne vais pas vous le rappeler ici. Vous le connaissez tous par cœur, ligne et colonne. L'élément le plus léger, c'est l'hydrogène, ça vous le savez. L'élément le plus lourd qu'on connaît sur la Terre, c'est l'uranium. Et entre les deux, il y en a 92 qu'on a trouvé au cours du temps. Si vous prenez des atomes lourds, comme l'uranium par exemple, et vous le cassez en deux, ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires actuellement, c'est ce qu'on appelle de la fission. Vous le cassez en deux, les deux morceaux pèsent moins, ont une masse plus faible que l'uranium de départ. Il y a une perte de masse. Cette perte de masse s'explique par la relativité d'Einstein. Vous connaissez tous cette formule aussi, vous avez plein de formules finalement, vous voyez, vous ne connaissez rien à la physique, vous allez voir que vous en savez plein. E égale mc2. E c'est l'énergie, m c'est la masse, j'ai un tableau mais je n'ai même pas besoin d'écrire, vous pouvez imaginer. Hein. M c'est la masse, vous voyez tout de suite la formule compliquée, E c'est l'énergie, m la masse, c'est la vitesse de la lumière au carré. La vitesse de la lumière c'est 300 000 km à la seconde, hein. Donc il faut à peu près un peu plus d'une seconde pour aller de la Terre à la Lune. 10 minutes pour aller du Soleil jusqu'à la Terre. Hein, quand on reçoit des rayons lumineux du Soleil, ça fait 10 minutes qu'ils sont partis du Soleil. Mais le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Donc c'est une vitesse extrêmement grande. Si vous l'élevez au carré, ça fait encore plus grand. Donc une toute petite perte de masse se traduit par beaucoup d'énergie. C'est le principe qui a été utilisé effectivement pour faire la bombe atomique et les centrales nucléaires actuellement de fission. Tout simplement parce que la masse des gros atomes, quand on les casse, elle est plus petite que la somme des deux morceaux qu'il y avait avant. C'est vraiment contre l'intuition, parce qu'on se dit quand même, il y a un problème. Où elle est partie, la masse, là? Où elle est passée en énergie. C'est pour ça qu'Einstein, dans la relativité, il montre que masse et énergie sont la même chose. On peut transformer de la masse en énergie, de l'énergie en masse. On sait transformer de l'énergie en masse aussi, en matière. Hein, ça se fait assez facilement. Assez facilement. Il faut quand même un accélérateur de particules, etc. Hein. Vous ne pouvez pas faire ça dans votre cuisine. Mais on sait transformer de la lumière, des rayons gamma, en électrons et anti-électrons. Ça, c'est faisable, ça se fait. Donc on sait faire les deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fission, parce qu'on fissionne, on casse un noyau. Si vous partez dans le sens inverse, vous partez d'atomes légers, et vous les faites coller l'un à l'autre, vous les faites fusionner ce coup-ci, vous avez le même effet qui se produit. C'est-à-dire que les deux masses de départ légers, quand vous les faites fusionner, la masse est plus faible. C'est bizarre. Dans les deux sens, ça marche, mais ce n'est pas le même mécanisme. C'est ce qui se passe dans le Soleil, où petit à petit, l'hydrogène qui est dans le Soleil se transforme en hélium et nous donne la chaleur. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'on sait comment fonctionne le Soleil. À peu près, on sait. Jusqu'à présent, jusqu'au 19e siècle, on n'avait aucune idée de comment pouvait fonctionner le Soleil. D'ailleurs, c'était un problème. D'ailleurs, ça marchait bien avec la Bible et tout, justement, parce qu'on pensait que c'est du charbon, quelque chose qui brûlait, donc ça ne pouvait pas durer depuis une éternité, ça a une durée limitée, puisqu'il n'y a plus de charbon au bout d'un moment dans le Soleil. Parce qu'on connaît la taille du Soleil, on connaît un peu la quantité de matière qu'il y a, ça on peut le savoir, donc on sait que ça ne va pas durer éternellement. Mais avec le nucléaire, on a compris que ça pouvait durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait au début. Donc ça, c'est la fusion. Deux noyaux d'hydrogène qu'on fait fusionner et on fabrique de l'hélium. Le mécanisme est un petit peu compliqué, je ne vais pas vous le détailler ici, ça n'a pas d'intérêt. Ça a été utilisé tout d'abord dans la bombe à hydrogène. La bombe à hydrogène, c'est exactement ça, pour ça qu'on appelle la bombe H, la bombe à hydrogène, où on a deux noyaux d'hydrogène qu'on fait fusionner et qui donnent de l'énergie, énormément d'énergie. C'est la bombe la plus puissante, c'est la bombe à hydrogène. Le problème qu'il y a, c'est de les faire fusionner. Alors pour les faire fusionner, il y a un problème, c'est que les noyaux, vous savez tous que le noyau atomique, le proton est positif, hein, l'électron est négatif, l'électron est négatif, il tourne autour, et les charges de même signe se repoussent, les charges de signe opposé s'attirent. Plus et moins s'attirent, mais plus et plus se repoussent. Donc comment faire pour faire que deux noyaux positifs de protons, des noyaux d'hydrogène, disons, fusionnent? Il faut les approcher.
Alors, dans le Soleil, alors qu'est-ce qui se passe? Si j'arrivais à les approcher suffisamment près, au début ils se repoussent, parce que la force électrique qui les repousse. Si vous arrivez à les amener suffisamment près l'un de l'autre, c'est un miracle là qui se passe, il y a une nouvelle force qui apparaît, ça s'appelle la liaison forte. Les physiciens sont très généreux dans leur créativité du vocabulaire, ils appellent ça la liaison forte, parce qu'elle est forte. Donc quand vous la portez très très près, ça se colle. Un peu comme dans la bande velcro, si vous voulez. La bande velcro ou le scotch, c'est une liaison courte distance. Hein. Du scotch, vous le mettez tout seul, il ne fait rien du tout, il va très bien. Hein. Vous la mettez près d'une feuille de papier, paf, il se colle, et vous ne pouvez plus le décoller après. Parce que la liaison est à courte distance. Alors qu'avec des aimants, si vous avez tous joué avec des aimants, j'en suis sûr, vous voyez que c'est à longue distance. Dès que vous êtes loin, ils commencent déjà à interagir l'un avec l'autre. C'est de plus en plus dur quand vous les approchez. Tandis que la liaison forte, c'est une liaison courte distance, qui marche qu'à courte distance. Le scotch ne marche qu'à courte distance. Loin, il ne fait rien du tout. Mais dès que vous l'approchez très près, ou le scratch, c'est pareil, c'est des forces à courte distance. Donc, que fait le Soleil? C'est-à-dire le bon Dieu, comment il a fait? Comment il a résolu le problème? Lui, il a eu une idée, c'est de se dire, il y a un moyen, c'est de le serrer beaucoup et de chauffer beaucoup. Alors, il faut que je vous explique maintenant ce qu'est la température, parce qu'on ne vous a pas dit que c'était un cours de physique que vous allez avoir en arrivant ici quand même. C'est quoi la température? Dans cette pièce, il fait, je ne sais pas combien de degrés, disons 19 degrés et demi, à peu près. Ça dépend où vous êtes dans la pièce, parce que la température n'est pas la même. Si vous êtes sous le projecteur, il fait plus chaud qu'à côté, mais enfin bon. C'est quoi la température? Les molécules qu'il y a dans l'air ici bougent à une certaine vitesse. Elles ne sont pas fixes. Elles bougent les unes par rapport aux autres en permanence. Plus il fait chaud, plus elles vont vite. Plus il fait froid, moins elles vont vite. C'est pour ça qu'on peut définir le zéro absolu. Les gens se demandent pourquoi il y a un zéro absolu et pas on peut pas aller plus bas. Parce qu'à un moment donné, elles ne bougent plus. C'est le zéro absolu. Quand les molécules arrêtent de bouger, c'est le zéro absolu. On ne peut pas aller moins vite que zéro, quoi. Ça, c'est le zéro absolu. Maintenant, plus les molécules vont vite, plus elles vont chauffer. Pourquoi elles vous chauffent? Parce que les molécules de gaz tapent sur votre peau en permanence, un peu comme si vous receviez des micro-gifles. Hein. Si vous recevez une gifle, je ne sais pas si vos parents vous ont déjà giflé, j'espère que non, mais s'ils l'ont fait, ça vous fait une joue rouge et ça chauffe en plus. Parce que le coup de l'énergie de la main tape sur votre joue. Là, c'est pareil. Les petites molécules, mais il y en a beaucoup, il y en a des milliards et des milliards, sans arrêt, elles vous tapent sur votre surface et elles vous chauffent. Donc plus il fait chaud, plus elles vous tapent dessus vite. Donc ça fait de plus en plus chaud. Ça, c'est la chaleur, l'explication de la chaleur. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi la table est chaude, elle? Parce que les molécules ne bougent pas dans un solide. Quand même, je vous expliquer ça, bien que ce ne soit pas nécessaire à la compréhension de la fusion, mais quand même pour votre compréhension, les molécules dans un cristal, dans un réseau métallique ou un matériau solide, elles ne peuvent pas se déplacer, mais elles peuvent vibrer sur place. C'est-à-dire elles vibrent un peu comme une balançoire autour de leur point d'équilibre. Plus elles sont chaudes, et plus elles vont vibrer beaucoup. À la limite, quand vous chauffez trop, qu'est-ce qui se passe? Tellement vous avez fait vibrer que le ressort se casse, c'est comme s'il y avait des petits ressorts entre les atomes, ils cassent, et à ce moment-là, vous avez fondu votre matériau, vous avez transformé en gaz suivant la température. Et les molécules d'air qui arrivent d'ici, elles tapent sur la surface en bois ici et font vibrer les atomes du bois. C'est pour ça que le bois chauffe au bout d'un moment aussi. Voilà un peu l'explication de la température que vous saviez, peut-être pas. Peut-être que vous le saviez, je ne sais pas. Maintenant, vous le savez. Donc, l'idée, c'est que si vous avez deux noyaux d'hydrogène qui sont positifs tous les deux, si vous les chauffez beaucoup, vous allez réussir à les envoyer à très très grande vitesse l'un contre l'autre. Et avec un peu de chance, ils vont arriver tellement près, puisque vous allez appuyer très très fort à cause de la température qui est très élevée, et vous arrivez à une distance telle que les forces, la liaison forte, la force entre les deux va se mettre en marche et va coller les deux noyaux ensemble. Donc dans le Soleil, c'est ce qui se passe. Il y a deux choses. Il y a une très grande pression au centre du Soleil, c'est-à-dire que là, ils sont écrasés, donc ils sont très proches les uns des autres, et en plus c'est très chaud. Donc ça finit par se coller et à fusionner. Ça, c'est le mécanisme de fonctionnement du Soleil, qui est une machine de fusion nucléaire et non pas de fission. Au début, il part d'hydrogène et ça se termine en hélium. Hélium, qui veut dire hélios, c'est le Soleil. C'est la première fois qu'on a découvert de l'hélium, c'est dans le Soleil. Avec des appareils de spectroscopie, on a vu quelque chose de nouveau qui n'existait pas sur Terre. Et ça a été le gaz hélium, qu'on a après découvert aussi sur Terre, parce qu'il y en a aussi sur Terre, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'atmosphère normale, il y a à peu près 4 à 5 parties par million d'hélium dans l'air. Mais il y en a un, donc il y a de l'hélium. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une réaction de fusion? On ne peut pas refaire le Soleil. Le bon Dieu, il a mis, je ne sais pas combien de milliards d'années pour le faire. Nous, on n'est pas aussi patients que ça, et de toute façon, on n'a pas les moyens d'y arriver. Donc, les gens l'ont fait dans une bombe à hydrogène, la bombe H, en comprimant de l'hydrogène,
Alors pour comprimer, ils ont utilisé une première bombe atomique. Une bombe à hydrogène, c'est une bombe à deux niveaux. Il y a une première bombe atomique qui comprime, et après ça déclenche la deuxième réaction. C'est à 2 étages. Bon, ça c'est pas très agréable quand même, c'est une bombe. Ça marche qu'une fois, c'est pas très intéressant pour les utilisations pratiques, à part tuer beaucoup de gens. Mais ils ont une autre idée, c'est de dire on va faire un objet, on va mettre ces hydrogènes dans une marmite. Mais le problème, c'est que c'est les températures du Soleil, c'est de l'ordre de 100 millions de degrés ou 150 millions de degrés. Donc ils ont développé des projets comme le projet ITER, qui est en fait une marmite, qui est un tor, c'est-à-dire une sorte de pneu de chambre à air, si vous voulez, mais qui est gigantesque, hein, sous vide, dans lequel vous rentrez votre hydrogène. En fait, on ne rentre pas de l'hydrogène normal, on rentre du deutérium et du tritium. Je vous ai dit que l'hydrogène n'avait qu'un proton. Le deutérium, il a un proton et un neutron. Et le tritium, il a un proton et 2 neutrons. Le tritium est un gaz qui n'est pas stable, il est radioactif. Il a une durée de vie d'une dizaine d'années, au bout de 10 ans, il en perd la moitié. Donc c'est un gaz radioactif. Donc on met en réalité un mélange deutérium-tritium, et on le chauffe à très très haute température, et pour l'empêcher de toucher les parois, il y a des aimants qui maintiennent le système stable au milieu, hein, pour pas que ça touche les parois, parce que un gaz à 150 millions de degrés, s'il touche les parois, évidemment, il va avoir des problèmes. Donc on essaie de le maintenir par des aimants. Bon, ça c'est le projet ITER, ça fait plus de 50 ans que les gens travaillent dessus, hein, pas sur ITER directement, mais sur les machines précédentes. Et on espère que dans 50 ans, on arrivera à un résultat. Voilà, c'est l'idée, peut-être avant, avec un peu de chance. C'est l'idée de fabriquer de la fusion de manière contrôlée. Ce qu'ont pensé Pons et Fleischmann, c'est de se dire, on ne va pas fabriquer une machine aussi compliquée que ça. Il y a une autre solution, plus astucieuse. Si on arrivait à mettre de l'hydrogène dans un métal, en suffisamment grande quantité, peut-être qu'on arriverait à les faire fusionner aussi. Alors il y a un métal qui est fabuleux, c'est le palladium. Parce qu'il est capable d'absorber beaucoup d'hydrogène. On peut mettre jusqu'à 1 atome d'hydrogène par palladium. En insistant un peu, c'est pas très facile, mais on y arrive. Et à ce moment-là, il se disait peut-être qu'on arriverait à les faire fusionner. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre de l'hydrogène dans un métal? C'est qu'il y a, si vous imaginez les atomes de palladium comme des sphères, hein, les sphères sont rangées. Dans un cristal, les sphères sont extrêmement bien rangées, toujours. Naturellement, elles se rangent bien. Si vous regardez par exemple un marchand d'oranges, là, au marché, s'il est bien organisé, il vous a bien arrangé les oranges, et puis après, les oranges, il les empile les unes sur les autres, il fait une sorte de pyramide. Et si vous regardez entre 2 oranges, entre 3 oranges, il y a un trou. Parce que les oranges sont sphériques, et il y a toujours une lacune qui se passe quelque part, entre les oranges. Bon, les oranges ne sont pas carrées. Si les oranges étaient carrées, ça, on pourrait les faire, il n'y aurait pas de trou. Mais là, elles sont sphériques, donc il y a un trou. Donc il disait, si on pouvait mettre de l'hydrogène là-dedans, et il rentre effectivement là-dedans, peut-être que dans certaines conditions, on arriverait à les faire fusionner en les serrant l'un contre l'autre. Ils n'avaient pas trop d'idées précises, hein, pourquoi. Mais ils disaient, on peut essayer. Ils avaient vu des anomalies, je pense, déjà, de chaleur anormale et tout. Donc ils s'étaient dit, peut-être que si on arrivait à mettre beaucoup d'hydrogène dedans, on y arriverait. Donc ces 2 personnes-là étaient des gens connus dans le monde scientifique. Martin Fleischmann était anglais, il était membre de l'Académie royale d'Angleterre, donc c'est l'équivalent de l'Académie des sciences en France. Stanley Pons était président du département de chimie de son université dans l'Utah. C'est 2 scientifiques de renommée mondiale qui avaient fait beaucoup de publications avant, etc. Donc quand ils ont fait leurs premières expériences, d'abord ils savaient que c'est un sujet un peu quand même risqué. Donc vous savez, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans un laboratoire, normalement, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous faites des demandes de subventions, d'aide, de financement, des projets, vous montez le projet, vous faites des choses. Ils savaient que c'était un projet et ils n'auraient pas d'argent, de toute façon, sur un sujet pareil, puisque le sujet est trop marginal. Donc ils ont décidé de le faire tranquillement dans le garage de Pons, qui habitait là-bas. Parce que Fleischmann était en Angleterre et il faisait des allées et venues. Ils ont fait leurs expériences, ils ont obtenu des résultats. Et à un moment donné, ils se sont dit, bon, quand même, maintenant, pour aller plus loin, il nous faut du financement. Là, on ne peut pas bricoler trop longtemps. Ils font une demande de financement, et il se trouve, alors là, le hasard, des fois, dans la vie, c'est incroyable. Dans l'université d'à côté, à 50 km de chez eux, il y avait un autre gars, qui s'appelait Stephen Jones, qui faisait des manips très similaires. Lui, il avait observé que dans les volcans, il y avait du tritium qui sortait.
Et je vous disais que le tritium, donc c'est un proton et deux neutrons, et que c'est instable. Donc il a une durée de vie que de 10 ans. Comment du tritium peut sortir d'un volcan? Puisque depuis le début que la Terre existe, il n'y aurait plus de tritium depuis le temps, puisque ça dure que 10 ans. Et il disait, il y a du tritium. Donc il s'est dit, au centre de la Terre, il se passe peut-être des choses anormales, peut-être qu'il y a de la fusion froide, ou quelque chose comme ça, de fusion qui se produisent. Et il avait essayé de faire des mélanges qui ressemblent un peu au magma terrestre, et il faisait aussi des expériences d'électrochimie, c'est-à-dire qu'il faisait passer du courant électrique dedans. Et il avait trouvé quelques neutrons qui apparaissaient, anormaux, qui n'étaient pas là normaux. Normalement, les neutrons, c'est quelque chose qu'on peut produire que par des réactions nucléaires. Hein. Un neutron ne se produit pas par une réaction chimique. Donc, si vous trouvez des neutrons dans une expérience, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est produit. Et lui aussi, donc, quand ils ont fait leur demande de financement, l'organisme qui faisait le financement connaissait les deux protagonistes qui ne se connaissaient pas entre eux, qui étaient pourtant voisins, parce que tous les deux travaillaient en secret. Donc, ils les ont mis ensemble. Il y a eu une controverse, une discussion sur la publication des résultats, parce que chacun voulait avoir la primeur du résultat, parce que c'était le prix Nobel qui était en jeu quand même dans une affaire pareille. Donc l'université de l'Utah, je ne sais plus pour quelle raison précise, a décidé de faire une conférence de presse pour annoncer cette découverte. Parce que la découverte était tellement importante pour l'humanité entière qu'ils ont décidé quand même, c'est pas quelque chose qu'on garde pour les scientifiques, on le dit à tout le monde. Ils ont fait leur conférence de presse, et immédiatement après, évidemment, tous les laboratoires du monde entier qui avaient un peu de palladium, un peu de platine, un peu d'eau lourde, ont essayé de faire l'expérience. Alors, vous devez savoir qu'une expérience, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire facilement. Pour des personnes ici qui ont fait de la cuisine, qui savent très bien que même si vous lisez le livre de cuisine qui est bien écrit par un chef de première qualité, vous n'allez pas réussir à faire la même chose que lui. En général, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne fait pas comme ça. On va en apprentissage chez le chef, et puis petit à petit, au bout de 20 ans, vous avez passé votre temps avec lui à laver la vaisselle et puis à faire couper les légumes. Vous apprenez à faire la cuisine et vous savez le faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des gens qui ont essayé ont échoué, bon, ce qui était normal, qui est prévisible, d'autant plus que Pons et Fleischmann avaient fait leur expérience, mais ils n'avaient pas vraiment le protocole détaillé de ce qu'il fallait faire. Eux-mêmes avaient des paramètres qui ne contrôlaient pas bien. Donc, la plupart ont raté, quelques-uns ont réussi. Et les théoriciens, de leur côté, ont dit, écoutez, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il vous faut 150 millions de degrés, on ne peut pas le faire à la température ordinaire, donc c'est impossible. Donc les théoriciens ont massacré le projet, les expérimentateurs ont raté. Le gouvernement américain a décidé d'envoyer à des spécialistes. Enfin des spécialistes, il n'y a pas de spécialistes puisque personne ne connaissait le sujet. Mais quand même, 3 laboratoires importants, 2 aux États-Unis, 1 en Angleterre. Le premier c'était le MIT à Boston, très grande université. L'autre c'est le Caltech en Californie, aussi très grande université à Los Angeles. Et le troisième, Harwell en Angleterre. Ces 3 laboratoires ont décidé de refaire l'expérience de Pons et Fleischmann. Et ce que la plupart des gens cherchaient, c'était plus que la chaleur, c'était les particules. Ils disaient, si vous faites une réaction nucléaire, vous allez avoir des neutrons. Alors, il faut que je vous explique pourquoi il y a des neutrons. Quand vous avez, alors l'expérience que Pons et Fleischmann faisaient, ce n'est pas la même que celle de ITER. ITER, il y a du deutérium et du tritium. Alors, je vous explique quand même ITER, ça peut vous intéresser à savoir ce qui se passe dans ITER, puisque ce n'est pas loin d'ici. Si vous avez deutérium et tritium, quand ils fusionnent, ça vous fait une particule d'hélium, ça s'appelle une particule alpha, le noyau d'hélium s'appelle une particule alpha, c'est de l'hélium, qui a 2 protons et 2 neutrons, et il y a un neutron en trop. Je vous rappelle qu'il y a 2 neutrons dans le tritium, donc il reste un neutron qui ne sait pas quoi faire. Donc le neutron part. Donc ce neutron, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'ils ont avec sur ITER, c'est qu'est-ce qu'ils font de ce neutron qui interagit, etc. Beaucoup de problèmes. Dans la fusion froide, on n'a pas du deutérium et du tritium, on n'a que du deutérium. Mais les scientifiques connaissent le mécanisme des réactions entre 2 noyaux d'hélium depuis longtemps. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous avez une chance sur 2 de faire un neutron qui part avec de l'hélium 3, ou alors de faire un proton qui part avec du tritium. D'accord? Et le fait le cas le pire, c'est-à-dire le cas le plus où vous n'aurez que de l'hélium, est très rare. Il se produit une fois sur 10 millions seulement. D'accord? Donc vous devriez avoir forcément des neutrons. La moitié du temps, c'est des neutrons. Si vous avez des neutrons, c'est que vous avez été irradié par les neutrons. Et vous devriez être mort déjà. Enfin, du moins l'étudiant qui travaille pour vous. Parce qu'en général, les scientifiques pensent que c'est l'étudiant qui travaille, donc l'étudiant devrait être mort.
Donc comme il n'est pas mort, c'est que vous avez raté votre expérience. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, il y en a un qui a dit, attendez, dans votre affaire, il faut 3 miracles. C'est de l'eau lourde, hein, mais donc c'est pour les miracles. Premier miracle, c'est comment faire pour les faire coller l'un l'autre, puisqu'ils se repoussent. Il faut 150 millions de degrés. Vous n'avez pas 150 millions de degrés, vous avez 15 degrés ou 20 degrés ou 25 degrés. Donc, c'est pas possible. Il faut un premier miracle. Comment faire pour qu'ils se rapprochent? Ça s'appelle la barrière coulombienne, parce que la force de Coulomb, qui empêche que ça se colle. Deuxième miracle, comment ça se fait que vous n'avez pas de neutrons? Je vous ai dit qu'il fallait avoir des neutrons. Il n'y a pas de neutrons, deuxième miracle. Alors, troisième miracle, supposons que par un miracle quelconque, vous arriviez à faire de l'hélium. Comment par l'énergie à ce moment-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui est créée. Cette énergie, dans le cas de la théorique, ou dans le cas qu'on connaît de 2 particules qui tapent l'une contre l'autre, se traduit par un rayon gamma. Un rayon gamma, c'est de la lumière, si vous voulez, mais extrêmement énergétique. C'est comme les rayons X, mais encore plus puissant que les rayons X. Donc ces rayons gamma devraient aussi vous tuer de toute façon. Donc dans tous les cas, vous êtes mort, vous avez raté, ou alors vous avez raté l'expérience. Donc il faut 3 miracles pour expliquer la fusion froide. Alors les théoriciens, quand il y a 3 miracles, déjà 1 ils ont du mal, mais 3, alors là c'est trop. Donc les théoriciens ont tué la fusion froide de manière théorique, en disant c'est pas possible, il vous faut 3 miracles, ça fait trop pour une expérience. Les expérimentateurs, ils n'ont pas réussi parce que c'est pas si facile que ça de réussir. Hein. Il y en a un qui connaît mon fils, quand il était plus jeune, et moi aussi, il me dit un jour, à Noël, écoute, je n'ai jamais fait de pâtisserie de ma vie, à peine des pâtes, je sais faire. Je prends Internet, hein, évidemment, avec Internet, on sait tout faire. Donc, je trouve une recette de bûche. Je commence à préparer, je lis au fur et à mesure. Je vois à un moment donné, il faut mettre de la levure. Donc, je ne sais même pas ce que c'est la levure. J'avais de la levure de bière, j'ai mis dedans. C'est sorti comme du carton à la fin, le gâteau. Pour vous dire que ce n'est pas avec une recette qu'on fait un gâteau, pas plus qu'une expérience de fusion froide, de n'importe quelle expérience d'ailleurs. Donc, les quelques personnes, alors la plupart du temps ont raté, les fameux 3 laboratoires ont raté l'expérience, ou disons qu'ils ont dit qu'ils avaient raté, parce qu'au MIT c'est pas très clair, peut-être qu'ils ont trafiqué les courbes pour dire qu'ils avaient raté aussi. Il y avait quand même une pression au niveau du Sénat américain pour donner un peu d'argent à la fusion froide, mais le gâteau de la recherche, c'est comme tous les financements, hein, c'est un gâteau. Si vous prenez une part en plus pour quelqu'un, vous l'enlevez à quelqu'un d'autre. Donc chacun a peur de perdre son morceau de gâteau. Donc ça a été balayé ça aussi. Et finalement le sujet a été passé dans les catacombes, comme je dirais, si c'était à l'église. Hein. Des gens ont travaillé, mais sans soutien officiel. Il y a des gens qui connaissaient Pons ou qui connaissaient Fleischmann, donc ils leur ont téléphoné, ils ont discuté, ils les connaissaient bien, donc ils avaient confiance dans leurs résultats. Et les choses ont continué depuis 1989, comme ça, où on essaie de reproduire cette expérience. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous dire quand même pourquoi le modèle qui est décrit là est faux. Ce modèle-là, c'est vrai dans le système, bon, ils étaient 4, mais je dirais que c'est un système à 2 corps, sachant qu'un couple, c'est un corps, on va dire. Peut-être un. C'est un système à 2 corps, c'est-à-dire un atome de deutérium et un autre atome de deutérium qui se tapent l'un dans l'autre, c'est 2 corps. Dans un solide, quand vous mettez de l'hydrogène dans du palladium, il y a un nombre énorme d'atomes qui sont mis en jeu. Ce n'est pas un système à 2 corps, c'est un système à n corps, qu'on appelle grand nombre de corps. Et donc les lois de la physique ne sont plus les mêmes. Les lois de la physique, quand les objets individuels, ne sont pas les mêmes que quand c'est un système collectif. Donc il peut se passer des choses inhabituelles dans un solide. Et jusqu'à présent, personne n'avait fait de théorie là-dessus, parce qu'il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de raison de se lancer dans des théories sur quelque chose qui n'existe pas. Donc personne n'avait étudié le cas du nucléaire dans les matériaux fortement chargés en hydrogène. Voilà. Donc on n'avait pas de théorie pour ça, tout simplement parce que personne n'a regardé si ça existait ou pas. On n'a pas regardé. Donc finalement, maintenant, les spécialistes de la fusion froide commencent à développer des théories qui seraient valables dans des systèmes solides et non pas dans des systèmes de 2 corps comme on fait dans les accélérateurs de particules. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet. On est plusieurs centaines dans le monde à travailler. Chaque année, ou à peu près, ou un peu plus, il y a une réunion internationale qui a lieu, qui réunit la plupart des gens qui sont intéressés par le sujet. Moi, en 2004, j'en ai organisé une à Marseille, à l'hôtel Mercure, au Vieux-Port. Et la dernière a eu lieu en Corée du Sud. La prochaine aura lieu aux États-Unis, dans l'université de Missouri.
Et le sujet avance lentement. Alors, le problème de l'expérience d'électrochimie, c'est que l'eau bout à 100 degrés, hein, ça aussi, ça, vous devez le savoir. Et à 100 degrés, c'est difficile de faire de l'énergie avec une température basse. Pour faire de l'énergie électrique, du moins, si vous voulez juste chauffer de l'eau, ça va à 100 degrés. Mais si vous voulez faire de l'électricité, il faut avoir des températures élevées. Plus la température est élevée, plus le rendement sera meilleur. Les centrales nucléaires, par exemple, que tout le monde connaît, ont un rendement très faible, très mauvais, de l'ordre de 30% à peine. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent de l'eau de refroidissement, et pour ne pas la garder à 100 degrés, mais pour monter en température, ils sont sous pression, c'est pour ça qu'on les appelle à eau pressurisée, ce qui fait qu'ils peuvent monter à 350 degrés, mais 350 degrés, c'est pas très haut comme température. Donc, quand on parle de 350 degrés, on a beaucoup de pertes. C'est pour ça que vous avez les tours de refroidissement qui perdent les 2 tiers de la chaleur du réacteur. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à faire vivre des crocodiles tout près des centrales nucléaires, parce que l'eau est chaude, comme elles sont des rivières. Donc, vous avez 2 tiers qui est perdu. Si une centrale nucléaire fait 1000 mégawatts, eh ben, il y a 2000 mégawatts qui sont perdus en chaleur, en nuages. À mes enfants, je leur disais que c'est là que les nuages étaient fabriqués, parce que jusqu'à présent, d'où étaient fabriqués. Mais ça se voit bien, hein, que les nuages sont fabriqués sur les tours de refroidissement des centrales nucléaires. Vous voyez l'origine des nuages. Ils m'ont cru un certain temps, après ils ne me croient plus. Donc, avec de l'eau à 100 degrés, et même à 300 degrés, qui est difficile à maintenir parce qu'il faut des pressions élevées, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé sous pression, c'est pas rentable. Donc l'autre solution, c'est d'utiliser des gaz. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est juste de mettre de l'hydrogène dans le palladium. Pourquoi les gens ils ont utilisé l'électrochimie? Parce que d'abord, c'était des électrochimistes, hein, donc ils connaissaient bien le sujet. Et en plus, par électrochimie, plus on met de courant électrique qui passe, plus on fait rentrer de l'hydrogène. Il y a une équivalence entre le courant et la pression, c'est un peu la même chose. Donc d'autres personnes se sont dit, on va essayer de travailler avec des gaz. Et beaucoup de gens ont commencé à faire des expériences avec du palladium et du deutérium gazeux, et non pas de l'eau lourde. Après, il y a d'autres gens qui se sont dit, mais attendez, le palladium coûte très cher, c'est à peu près le prix de l'or, hein, en gros. Je ne sais pas, l'or est tellement monté que je ne sais plus le cours entre les deux, hein, maintenant. L'eau lourde coûte cher. Enfin, l'eau lourde coûte à peu près 250 € le litre. Bon, c'est pas... Il y a des bouteilles de vin plus chères que ça, mais quand même, ça ne buvez pas tous les jours. Et c'est quand même cher. Il y a d'autres gens qui se sont dit, il y a peut-être une autre idée, c'est d'utiliser le nickel. Parce que le nickel aussi absorbe l'hydrogène, c'est plus difficile, mais on peut y arriver quand même. Le palladium, c'est un métal noble, c'est-à-dire qu'il s'oxyde très mal. Il ne s'oxyde pas du tout, très peu, quoi, disons. Alors que le nickel s'oxyde. Donc quand il s'oxyde, après, ça fait une sorte de couche de protection, l'oxyde. Donc après, c'est dur de rentrer de l'hydrogène dedans. Mais il y a des moyens d'y arriver quand même. Donc les gens ont décidé de prendre du nickel et de l'eau ordinaire. Le nickel ne coûte pas cher du tout, et l'eau ordinaire ne coûte vraiment rien. Il y a des expériences qui ont été faites par plusieurs personnes au niveau électrochimique, et après, en gaz. Et on s'est aperçu qu'avec le système nickel-hydrogène, ça marchait aussi. Alors dans ce cas-là, on a un peu plus de mal, parce que l'hydrogène, c'est un seul proton. Vous avez du mal à faire fusionner 2 protons ensemble, hein, parce qu'ils sont des forces nucléaires, et ils vont se repousser, c'est positif tous les deux. Il n'existe pas un atome avec que deux noyaux positifs, deux protons dedans, ça n'existe pas. Il faut au moins un neutron pour faire de l'hélium 3. Donc, c'est quoi le mécanisme? On a un peu de mal avec le mécanisme. Alors, des expériences ont été faites et il semblerait, alors là c'est à prendre avec des pincettes encore, parce qu'on n'est pas sûr de ça, que le nickel se transformerait en cuivre. Parce que si je vous ai rappelé le tableau de Mendeleïev, que vous connaissez par cœur, vous m'avez dit, à côté du nickel, il y a le cuivre. C'est nickel-cuivre. L'élément, je vous le dis dans ce sens-là, parce que vous le regardez de l'autre côté. Nickel-cuivre. Après, c'est le zinc, évidemment. Donc, le nickel pourrait absorber un atome d'hydrogène, un noyau d'hydrogène, du moins, et se transformer en cuivre. Bon, le cuivre coûte 2 fois moins cher que le nickel, c'est pas une bonne affaire, mais quand même, c'est pas trop grave. Depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt sur le système nickel-hydrogène. J'ai fait quelques expériences moi-même, j'ai un peu de mal, j'ai pas réussi à avoir des résultats intéressants, mais j'ai continué quand même. Et voilà, moi j'avais commencé, alors, pour ma situation personnelle, je ne suis pas du tout électrochimiste. Hein. Quand j'étais au lycée et que j'apprenais l'électrochimie, je ne comprenais rien. C'était un peu compliqué, il y a des courants, des électrons qui vont, qui viennent, enfin c'est très compliqué. Quand j'ai entendu parler de la fusion froide, j'ai été captivé évidemment par le sujet, parce que une révolution scientifique comme ça se passe qu'une fois dans la vie d'un chercheur. Hein.
Rappelez-vous, moi j'ai été vraiment très frustré toute ma vie du fait que j'étais né après tous les grands, quoi. J'étais né après Einstein, après Newton, après Jésus, après Bouddha, enfin après tout le monde. J'avais plus rien à... Non mais c'est vrai, hein. Vous arrivez, tout a été fait. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école, et à l'église aussi d'ailleurs. Mais partout où on vous enseigne, vous arrivez après. Il y a les grands qui sont passés avant vous, je suis désolé. Vous n'avez pas de chance, vous auriez pu naître un peu plus tôt, vous auriez peut-être vu au moins Einstein, un peu plus tôt Newton. Bon, enfin bon. Et l'Inquisition aussi, d'ailleurs. Enfin bon. J'étais né trop tard. Et là, quelqu'un arrive avec une révolution complète sur la science. Là, je me dis, c'est la chance de ma vie, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire, ça. Mais en 1989, je me souviens vraiment du geste de mon patron du laboratoire. Il est sorti de la porte du laboratoire, il me fait un geste comme ça sur la fusion froide. Il était content. La fusion froide n'existait pas. Ouf, on pouvait reprendre notre vie normale, tout fonctionnait comme il fallait. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de fusion froide. Mais moi, quand même, j'aurais voulu retourner, aller voir les deux chercheurs dans l'Utah, les rencontrer, parler avec eux. C'est la bonne des choses. Et bon, ça ne s'est pas fait. Et 2-3 ans après, en 93, un de mes amis, que je rencontre par hasard, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, je faisais des allées-venues avec les États-Unis, je rencontre à Marseille, on parle de la fusion froide. C'est un sujet qu'on parlait pas, personne ne parlait de la fusion froide, c'est parler vraiment des trucs qu'il ne faut pas parler, c'est comme les soucoupes volantes, des trucs comme ça, il y a des choses qu'on ne dit pas, les fantômes, il y a des sujets qu'on ne discute pas entre nous. Et lui, je ne sais pas comment ça se fait, on en a parlé de la fusion froide. Et lui il me dit, ah, tiens, tu t'intéresses à la fusion froide? Je dis, oui, oui, moi aussi, comme c'est, les gens qui se rencontrent. Écoute, il me dit, je connais quelqu'un, un ingénieur du CEA, il s'appelle Francis Fora, il a un système avec des cristaux dans du gaz. Ah, dans le gaz, il n'y a plus d'eau, ça allait mieux pour moi. Je dis, ça m'intéresse. Il me dit, il a fait l'expérience à Grenoble, ça marche, tout ça, il faut continuer, tout ça. Bon, je prends contact avec lui. Il m'envoie les fameux cristaux, ça s'appelle de l'aluminate de lantane. Vous connaissez tous évidemment l'aluminate de lantane, qui est un composé aluminium, lantane et oxygène. C'est très simple. Al, La, O3. C'est des cristaux rouges, qui faisaient à peu près 2 cm de diamètre. Il me les envoie aux États-Unis, où je travaillais à ce moment-là. Je prends ces cristaux, il fallait du deutérium. Alors, d'abord, je savais que le patron aux États-Unis, il n'était pas du tout favorable à ce genre d'expérience. Donc, je débrouille à récupérer des bouts de tuyaux à droite, à gauche, une bouteille de deutérium, enfin, je mets mes cristaux, je bricole, bon truc. Je connaissais bien le labo, donc je savais comment faire. Je bricole le système. J'avais pas d'ordinateur, j'avais rien, donc j'avais mes 2 enfants qui étaient là à la place. Donc j'avais des appareils aiguilles. Et l'un mesurait la tension, l'autre le courant. Donc je leur lisais les aiguilles, eux ils écrivaient sur le papier, après j'ai fait les courbes avec. Enfin bon, j'ai réussi à faire des mesures qui m'indiquaient qu'il se passait quelque chose d'anormal quand même. Ça chauffait. Plus que ce qu'il fallait. Les cristaux magiques. C'est des cristaux qui avaient des lacunes dedans. En fait, ils étaient rouges parce qu'ils avaient des lacunes. Ça s'appelle des centres colorés. Et quand on met de l'hydrogène dedans, ou du deutérium, les centres colorés disparaissent, il redevient blanc. C'est extraordinaire. Il est rouge, vous mettez de l'hydrogène, il redevient blanc. Vous enlevez l'hydrogène, il redevient rouge. Donc je prends ces cristaux, je fais l'expérience, j'ai quelque chose. Je dis quand même, je vais publier un article scientifique. D'abord, il y a un problème, c'est que pour publier un article, il faut que le journal accepte de le publier quand même. La plupart des journaux ne voulaient pas publier d'articles scientifiques sur la fusion froide. Il y a un scientifique américain, un très grand théoricien américain qui s'appelle Schwinger, qui avait eu le prix Nobel pour des travaux de mécanique quantique très, très pointus, qui avait, à l'époque, en 89, essayé de trouver une théorie pour expliquer la fusion froide. Lui, il partait du sens inverse. Si le phénomène existe, il faut trouver la théorie. Ce qui paraît très logique pour un scientifique normal. Et lui, il avait écrit 2 articles, qu'il a envoyés à un journal américain très célèbre de physique, Physical Review Letters. Il était prix Nobel, je vous l'avertis. Un des très grands prix Nobel. Eh bien, ces articles ont été refusés. Donc il a démissionné de la Société américaine de physique, en dégoûté de ce qui s'était passé. Et donc moi j'essaye, quand il y a les lacunes, de mettre du deutérium dedans. Et donc les journaux, je vous disais, ils avaient refusé de publier l'article du prix Nobel, ils n'allaient pas en prendre le mien, je veux dire. Donc il y avait quand même quelques journaux où les éditeurs de ces journaux-là étaient plus favorables à la fusion froide. Donc il y avait un journal, et le responsable de ce journal s'appelait Jean-Pierre Vigier, qui est malheureusement décédé maintenant, il est mort en 2004 je crois.
Et Jean-Pierre Vigier était un gars qui était assez âgé déjà à l'époque. Il avait travaillé avec De Broglie, avec Einstein, des gens comme ça. Donc, je veux dire, il n'était pas jeune. Hein. Mais c'était un théoricien et il était à la tête d'un journal. Donc je lui envoie l'article que j'ai écrit. Et normalement, en science, qu'est-ce qui se passe? On a des arbitres, des référés, ce qu'on appelle, qui doivent valider l'article. Donc il faut qu'il envoie quelqu'un qui va lire mon article et dire ça va ou ça va pas. C'est pas lui qui décide. Il envoie des gens anonymes que je connais pas. Et il l'envoie en fait à Georges Longchamp, un Français qui était du CEVA de Grenoble, qui avait fait des expériences de fusion froide, et c'est lui qui avait fait des expériences de Fora, où Fora disait qu'il avait trouvé un résultat positif. Sur la même expérience, Fora disait que c'était positif, et Longchamp, qui avait fait l'expérience à Grenoble, disait que ça ne marchait pas. Donc Longchamp était très intrigué par mon expérience, puisque je disais que moi ça marchait. Donc il me dit, il me contacte, normalement on ne doit pas faire ça, mais il le fait quand même. Il me dit, écoutez, venez à Grenoble faire l'expérience avec moi. Ce qui ne se fait pas non plus d'habitude, on regarde sur le papier. Hein. Personne ne refait l'expérience de quelqu'un pour vérifier. Mais lui, il était intègre, il a dit, écoutez, s'il dit que ça marche, moi je crois que ça ne marche pas, donc faisons l'expérience ensemble. Je dis d'accord. Donc je reviens des États-Unis avec mon matériel, mes tuyaux, mes machins et tout, que je mets dans ma valise. À l'époque, on avait moins de problèmes qu'aujourd'hui, donc j'ai réussi à arriver. La douane m'a laissé passer. J'ai ramené tout mon matériel. C'était pas du matériel vraiment de récupération. Il n'y a pas grand-chose à... C'était pas du vol vraiment, c'était de la récupération. Je vais à Grenoble et ensemble, on refait l'expérience. Il améliore le système de calorimétrie parce qu'il trouvait que ma calorimétrie n'était pas bonne. Et finalement, on trouve un résultat positif quand même. On a eu, dans le meilleur des cas, un rapport 60. C'est-à-dire on mettait 1, on recevait 60. Hein. C'est un rendement qui est bon. À la banque, on mettait 1 euro, vous avez 60 euros. On mettait 1 million d'euros, vous avez 60 millions d'euros. Ça vaut le coup. Mais on mettait des milliwatts, on avait des milliwatts. Hein, c'était quand même pas beaucoup. Mais le principe était là. On voyait nettement sur les courbes qu'il y avait un signal qui apparaissait. On a publié ces résultats après. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la fusion froide. J'ai travaillé avec Longchamp pendant 4 ou 5 ans. Et après, il a pris sa retraite à Grenoble. Hein. Et j'ai ramené tout le matériel, j'ai pris un camion complet, j'ai ramené tout le matériel à Marseille, j'ai redémarré les travaux à Marseille et j'ai continué. J'avais fait avec Longchamp aussi des expériences de type pont et fléchement d'électrochimie, donc j'ai appris les bases de l'électrochimie avec lui. Et j'ai fait d'autres expériences à Marseille et j'ai continué comme ça. Quelle heure il est là? On a jusqu'à minuit, j'ai dit, mais déjà, ça fait déjà un moment. Je veux dire quand même quelques mots d'autres choses, parce qu'il veut que je parle de tout, alors il faut que je... Bon, la fusion froide, vous poserez des questions après. Hein. Il y a un sujet qui m'a passionné, qui me passionne toujours. D'ailleurs, si on est passionné, on vit plus longtemps, il paraît. C'est pour ça que je ne fais pas mes 92 ans. Hein, bon, donc, il y a un autre sujet qui m'avait passionné. En 77, j'étais aux États-Unis. 77, ça devait être, ouais, 77. J'étais aux États-Unis et je vois un livre dans lequel il parle d'un certain M. Kervran qui aurait fait des transmutations biologiques. Moi, ça m'avait tout de suite intrigué, ça. Je me disais, transmutation biologique. La transmutation, c'est quoi? C'est transformer un élément dans un autre. Hein. Transformer le plomb en or, c'est de la transmutation. Bon, on ne sait pas le faire. Enfin, les accélérateurs de particules, les centrales nucléaires le font en permanence, mais dans la vie courante, on ne sait pas le faire. Donc ce gars-là disait qu'il avait fait des transmutations biologiques. Moi, à l'époque, je ne connaissais rien à la chimie, enfin, l'analyse chimique et tout ça, c'était pas du tout mon fort, donc je ne pouvais rien faire dessus. Quand j'ai appris la fusion froide, j'ai appris que ça existait, et tout de suite je me suis dit, mais attendez, si la fusion froide existe, peut-être que les transmutations biologiques existent aussi. Peut-être qu'on est capable de faire que la biologie est plus performante encore que la chimie. On sait que la biologie est très performante. Regardez votre corps. Hein. Ben, il fait froid, il fait chaud, votre corps est à peu près à la même température quand même. Hein. Les mécanismes sont extrêmement sophistiqués, pointus, sélectifs. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas faire des réactions nucléaires? Donc, dès que j'ai pu, j'ai appris les techniques d'analyse chimique de matière physique avec des outils de physique très précis, très simples à utiliser, et non pas les tubes à essai, parce que ça, je ne savais pas faire. Et quand j'étais à Grenoble, j'ai travaillé plusieurs années là-bas, et j'ai commencé à faire des expériences avec des graines de blé, des graines d'avoine, et des bactéries aussi. Et j'ai vu, dans chaque fois que je faisais ça, une baisse du silicium et une augmentation du calcium. Alors ce monsieur Kervran, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a fait des expériences dans les années 1960-1980, il est mort en 81 je crois. Il avait fait des expériences. Pourquoi il avait fait ces expériences d'abord? Ça remonte encore beaucoup plus loin que ça. 1799, M. Vauquelin, qui était un grand chimiste français, M. Vauquelin, Nicolas Vauquelin, qui avait...
c'est un chimiste qui avait découvert beaucoup de choses, hein, en chimie moderne. Et il avait une idée, alors là je me demande toujours pourquoi les gens font ce qu'ils font, enfin bon, il a fait ça. Il a mesuré la quantité de calcium et de silicium que les poules mangeaient et la quantité de calcium et de silicium dans leurs excréments et dans les œufs. Il mesure les deux. J'ai l'article qui date du mois de Ventose, je ne sais pas trop quoi, c'est pas l'époque révolutionnaire, donc 1799, c'est écrit en Ventose. Je ne connais plus la date exacte, mais c'est en Ventose. J'ai l'article. Il fait cette analyse, il s'aperçoit qu'il y a plus de calcium que ce qu'il a mis dedans, mais il y a moins de silicium. Mais il dit, c'est bizarre parce que la quantité de silicium qu'on a perdu ne correspond pas à la quantité de calcium qu'il a gagné. Il faut continuer les recherches, il faut regarder, il y a quelque chose là à regarder. Lui, il a fait ses manips en 1799, c'était à la même époque que Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc c'est vite tombé dans la désuétude. Les gens en ont parlé pendant une trentaine d'années dans les revues, dans les livres scientifiques de l'époque, et puis après on n'en a plus parlé. Il y a quand même quelques personnes qui ont continué. Et plusieurs personnes ont fait des expériences, pas avec des poules nécessairement, mais avec des plantes, ou avec des œufs, ou avec des bactéries. Et dans les années 1950, de 1950 à 1970, il y a un Français, professeur de chimie à l'école polytechnique, Pierre Baranger, pendant 20 ans, de 1950 à 1970, j'ai un de ses films à lui, qui dure 20 minutes d'ailleurs, où il fait des expériences avec des graines. Et il a 2 laborantines avec lui, il travaille pendant 20 ans, il montre qu'il y a une anomalie dans les plantes quand elles poussent, à l'école polytechnique. Il n'arrive pas à publier ses résultats, évidemment, pour la même raison que la fusion froide, ça ne passe pas. Il n'a aucun livre publié ni rien. Mais il y a ses successeurs, sa famille a fait un livret à partir des résultats qu'il a obtenus, que j'ai. À peu près à la même époque, avec 10 ans de décalage, c'est Kervran, qui de 1960 à 1980, pendant 20 ans aussi, mais décalé de 10 ans, donc ils sont recoupés pendant 10 ans, a fait des expériences aussi avec des graines d'avoine, des graines de blé, des bactéries, pas des bactéries, lui il n'a pas fait des bactéries. Un japonais, Komaki, a fait des bactéries, et ils ont vu chaque fois des anomalies. Alors ce qu'a dit Kervran, d'après lui, le calcium, il pourrait venir de 3 réactions possibles. L'une, ça serait silicium plus le carbone qui donne du calcium. Alors là, si je fais l'expérience ici, toute la salle vient, on n'a pas assez de femmes, c'est dommage, je ne prends pas faire l'expérience. Il faut en faire venir dans la rue, il y en a peut-être quelque chose qui va passer. Non, on n'a pas assez pour faire l'expérience. Silicium, c'est très gros, carbone, c'est très gros, hein, donc faire fusionner ces 2 objets-là, ça paraît impossible. Mais pourtant, ça se passe. Il pense que silicium plus carbone, magnésium plus oxygène, ça fait aussi du calcium, et potassium plus hydrogène, ça fait aussi du calcium. Il propose ces 3 réactions-là parce que c'est ce qu'il observe. Diminution de ces éléments-là, augmentation des autres, etc. Dans les années 80 aussi, un Hollandais, professeur Holman, fait des expériences avec des algues. Bon, il y a toutes choses que... J'ai écrit un article de revue là-dessus d'ailleurs, qui a été publié. Hein. Avec des algues, lui, il fait. Et il voit aussi des anomalies. Il meurt, il n'arrive pas à reproduire ses expériences, enfin bon, il arrive pas. Sa fille, Sophie Holman, crée une fondation en Suisse pour essayer que quelqu'un retrouve ses résultats expérimentaux. Moi, par hasard, je tombe sur cette fondation, et eux, ils cherchaient des laboratoires pour faire l'expérience, mais aucun laboratoire va faire des expériences pareilles, puisque les gens, ils n'y croient pas, ils ne vont pas essayer quelque chose qui ne marche pas. Donc, elle ne trouvait pas de laboratoire. Donc, j'ai pris contact, je suis allé en Suisse, je suis allé la voir, elle a réussi à trouver un peu de financement, donc j'ai pu faire des expériences, et chaque fois que j'ai fait des expériences, j'ai vu systématiquement silicium qui baisse, calcium qui augmente. J'ai même vu avec les graines de blé, diminution très forte des métaux lourds, plomb, palladium, mercure, qui ont diminué. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas regardé par les gens, parce que les gens qui font de la biologie, ils ne regardent pas cette partie-là. Ils ne font pas d'analyse globale du milieu de culture avec la graine, etc. Ils analysent que la plante, ils n'analysent pas le milieu de culture. Donc ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc moi j'ai observé tout ça. Il y a très peu de gens qui le font. Il n'y a qu'une seule personne que je connais sur Terre qui le fait actuellement, c'est M. Vysotsky. C'est un Ukrainien qui a fait des expériences avec des bactéries
qui a montré que le manganèse pouvait se transformer en fer. Alors là aussi, vous connaissez le tableau encore une fois, je ne vais pas vous répéter ça. Hein. Après le manganèse, il vient le fer. Donc si vous mettez un hydrogène dans le manganèse, vous pouvez le transformer en fer. Et lui, il a fait des expériences avec des bactéries montrant qu'il y a des appareils très précis pour mesurer le fer, extrêmement sensibles au fer, que le manganèse diminuait, que le fer augmentait. Il a aussi montré que, bon, il est en Ukraine, donc il est peut-être bien placé pour ça, qu'il arrivait à diminuer la radioactivité du césium-137 dans à partir de bactéries aussi. Donc voilà, c'est un domaine qui est très très peu regardé, je vous dis, on est deux dans le monde, donc on ne fait même pas de réunion, c'est pas la peine, on se téléphone. C'est un domaine connexe à la fusion froide, extrêmement important, aussi important si ce n'est plus que la fusion froide, parce que la fusion froide c'est très dirigé énergie, mais aussi transmutation, parce qu'on a observé des transmutations. Je vais vous dire un mot quand même là-dessus, parce que sinon... il y a un japonais, alors là aussi je ne sais pas pourquoi il a fait ça, il a pris une feuille de palladium, il a mis par-dessus un film d'oxyde de calcium, CaO, de la chaux vive. Il a remis encore du palladium, du calcium, il a fait 1000 feuilles, enfin non, 5 feuilles, pardon. Et au bout de 5 feuilles, il a rajouté dessus du césium. Bon, ne demandez pas pourquoi il met du césium. Enfin, si vous saviez bien le tableau de Mendeleïev, vous savez que c'est la première colonne, mais bon, je ne le répète pas non plus. Donc il met du césium. Il fait passer à travers cette couche du deutérium gazeux. Il met sous pression d'un côté, il aspire de l'autre côté, et l'hydrogène ou le deutérium a la faculté d'être un filtre incroyable à l'hydrogène. Il n'y a que l'hydrogène qui passe à travers. Donc il fait passer son hydrogène, son deutérium dedans, et il a un appareil à l'intérieur de sa machine qui permet d'analyser la surface. Et qu'est-ce qu'il voit? Que le césium diminue au cours du temps, et qu'il y a un nouvel élément qui apparaît, qui n'était pas là avant, le praséodymium. Vous connaissez tous, c'est une terre rare, hein, qu'on trouve qu'en Chine. Bon, donc le praséodymium qui arrive. Césium diminue, praséodymium qui monte. Il remplace le césium par du strontium. Il met du strontium. Il travaille chez Mitsubishi, j'ai oublié de vous dire ça. Il remplace le strontium, du césium par du strontium. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Strontium qui diminue, molybdène qui apparaît. Alors là, c'est intéressant parce que le molybdène, c'est un métal qui a 6 ou 7 isotopes, je ne me souviens plus le chiffre, vous savez peut-être mieux que moi, donc d'isotopes du molybdène. Les isotopes, c'est le même élément, mais avec plus ou moins de neutrons. Il met dans un spectromètre de masse, il regarde son molybdène qu'il a fabriqué, il s'aperçoit que son molybdène n'est pas du tout du molybdène naturel, il n'a qu'un seul pic, comme le strontium qui avait qu'un seul pic. Après, il en a fait d'autres expériences, et chaque fois, il a obtenu des transmutations comme ça. Donc, pour vous dire que la fusion froide montre de la chaleur, de la transmutation. C'est les deux choses importantes qu'on a trouvées. Des expériences ont été faites par d'autres laboratoires où ils ont montré la production d'hélium, hein, la fameuse réaction où les quatre se sont retrouvés ensemble, hein, l'hélium, ils en ont trouvé. Ils ont trouvé qu'il y avait une quantité d'hélium qui était proportionnelle à la quantité de chaleur qui était produite. Donc ça, c'est une preuve assez forte que le deutérium se transformerait en hélium. Et l'énergie qui est par atome d'hélium correspond à peu près à celle qui est prévue dans les calculs théoriques. Les transmutations biologiques, franchement, c'est le sujet d'avenir. Je cherche, si vous connaissez dans votre entourage un microbiologiste ouvert, je suis preneur, parce que j'en cherche. J'en ai trouvé 2, mais l'un est parti aux États-Unis, l'autre est malade. Bon, donc je cherche des microbiologistes parce que je ne suis pas microbiologiste et il y a des bactéries, par exemple, qui ont dans leur noyau du fer ou du manganèse, et on les met dans des milieux de culture où il n'y a pas de fer et de manganèse et ils se poussent quand même. D'où il vient le manganèse ou le fer? Alors quand vous demandez aux biologistes qui ne se posent pas la question, ils disent ouais, mais ça doit être des impuretés qu'il y a dans l'eau. C'est possible, mais c'est peut-être pas tout possible, il faut vérifier quand même. Parce que un scientifique ne va pas chercher des choses où il n'y a rien à trouver, quoi. Il dit c'est ça, mais il n'en sait rien, il n'a pas fait, il n'a pas vérifié. Hein. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la question. Et peut-être vous avez des questions à discuter, on peut discuter de tout ce que vous voulez. Si je sais, je vous dirai. Voilà, merci beaucoup de votre attention.